Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Est-ce que ça te va si on se lance ? Ouais. Tu es prêt ? Ok. Tu t'appelles comment ? Fred. Pourquoi tu es là ? Parce que ma dernière séance de psy est assez particulière et que j'en ai pas mal parlé autour de moi et c'est une amie qui m'a parlé de ce podcast en réalité et j'ai écouté 2 épisodes et je me suis dit tiens ça pourrait être un exercice intéressant et une manière de rendre hommage précisément à ma psychanalyste. En quoi elle était particulière cette dernière séance ? Elle s'est noyée le lendemain de ma dernière séance. La veille, vous aviez une séance. Tu peux me la raconter, cette dernière séance ? C'était une séance, tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'elle se déroulait fin juillet et que c'était donc la dernière séance de l'année scolaire, qu'on partait chacun en vacances le lendemain, elle le soir même, et qu'on a pris rendez-vous, donc ça devait être quelque chose comme fin juillet, et qu'on a pris rendez-vous pour le 7 septembre. On s'est dit au revoir, et la dernière séance a porté de manière assez, j'allais dire insolite. Non, c'est pas le terme qui convient. Bref, sur la mer, MER. Enfin, il se trouve que l'homonymie est pas si neutre que ça parce que il se trouve que on a un lien familial particulier avec la mer, un peu névrosé parce que mes parents sont des grands fans de voile et que d'une certaine manière j'ai grandi sur un bateau et que la mer, en vertu même de son caractère un peu paradoxal, symbolisait pas mal c'était un point de convergence de pas mal de choses dans mes séances et dans toute mon analyse. Et comment s'appelle cette psychanalyste ? Anne Dufourmentel. On l'a pas dit. Et elle s'est noyée en mer ? Elle s'est noyée en mer, oui. Oui, pardon. Pour moi, ça allait de soi, mais c'est vrai qu'on peut se noyer dans une piscine, t'as raison de le souligner. Ouais. Elle s'est noyée à Ramatuelle le lendemain. Est-ce que tu veux est-ce que t'es OK qu'on revienne au début ? Ouais. Et avant ça, en fait, j'ai une question. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire cet exercice ? Tu disais... Je me suis dit que ça allait être intéressant de faire cet exercice au-delà de l'hommage. Pourquoi ça te fait sourire ? Non, c'est parce que tu me renvoies à l'idée que c'est intéressant et que je m'aperçois une fois de plus que je choisis volontairement des mots qui peuvent paraître neutres et assez peu, intimes. En réalité, évidemment, c'est pas tellement intéressant, ou alors ça l'est pour moi, mais il y avait quelque chose dans la brutalité de cette fin, parce que j'ai pas repris derrière. Ça faisait 10 ans que j'étais en analyse. J'adorais Anne, sa disparition brutale, outre le fait qu'elle venait un peu symboliquement à la fin d'une année scolaire, m'a semblé être le signal que voilà quelque chose s'achevait et qu'il était temps de tourner la page, en tout cas de l'analyse. Et même si ça a entraîné pas mal de préoccupations, enfin de questionnements personnels sur quelle forme donner, quel deuil faire, quelle suite ou quel type d'hommage aurait été approprié, puisque finalement il n'y avait pas grand chose de prévu. En tout cas, la société a rien de prévu pour ce type de cas de figure. J'ai pas eu l'occasion de faire un travail de pas récapitulatif, mais comment dire, deuil.
Moi, j'accepte complètement l'idée que le deuil se fait à son insu, et donc j'avais pas forcément un besoin tellement de deuil, j'avais plus une sorte de besoin de reconnaissance, parce qu'en réalité, ça reste une relation intime, voire presque clandestine. Quand on va voir son analyste, c'est quelque chose qu'on partage pas forcément avec grand monde, et donc il y a toujours une dimension pas amoureuse, mais d'ordre sentimental et puis intime. Et quand ça s'arrête, brutalement, de manière imprévue, il y a comme une sorte de... Oui, il y a une injonction à faire un deuil, mais un deuil dont on ne sait pas tellement par quel bout le prendre. Il est encore une fois, on peut le partager avec personne. Ouais. Et d'ailleurs, mais peut-être que tu voulais revenir à ta question à laquelle j'ai pas vraiment répondu, mais d'ailleurs, bizarrement, le seul besoin que j'ai eu quelques semaines après l'annonce de sa disparition, ça a été de retrouver, plutôt d'entrer en contact avec d'autres patients d'Anne que je connais pas en fait, parce que c'est l'autre caractéristique de la psychanalyse, c'est qu'on a rarement l'occasion de rencontrer les autres patients, encore moins pour parler de son psychanalyste. Et en l'occurrence, j'étais tellement perdu et tellement sidéré que il m'a semblé bizarrement que c'était le truc le plus naturel à faire. Mais en réalité, c'est évidemment un peu insatisfaisant, parce que qu'est-ce qu'on a à se raconter? Pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Comment t'as fait pour les retrouver? Comme Anne avait une certaine notoriété et que mon histoire a retenu l'attention autour de moi, les gens s'en parlaient entre eux. Et donc, plusieurs personnes m'ont dit, mais moi, je connais quelqu'un qui était aussi, ou moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... J'en ai rêvé. J'allais du coup 2 fois par semaine, et je me souviens très bien de cette dame qui était avant moi. Non, qui était après moi, puisque je sortais du cabinet, parfois en pleurs, et que du coup, tu vois, je sortais du cabinet, sur la droite, il y avait une sorte de petite salle d'attente, où elle, à chaque fois que je passais pour aller vers la porte, levait la tête, et moi, je lui envoyais toujours un sourire un peu que je bourrais de signifiant. Je me disais, parfois c'était genre vas-y, parfois je sais pas, il y avait des trucs qui se passaient, et moi je m'inventais toute une histoire. Et même quand je pleurais, je la regardais, et puis genre je la saluais un peu en souriant d'un coup, en arrêtant de... non mais c'est exactement ça. J'aurais trop aimé, et j'ai eu envie un jour de l'attendre, mais je trouvais que c'était un petit peu... tu te rends compte, t'attends la personne. Non mais justement, la disparition brutale libère un paquet de choses. Tu te rends compte? Moi, pendant des années, j'ai vu cette femme dont je ne connais pas le prénom, 2 fois par... Non, c'est faux, 1 fois par semaine, parce qu'elle était la patiente d'un jour en particulier. Je crois que je pourrais la reconnaître dans la rue. Je sais, je pense que... Et alors? Je pense qu'il y aura un bouquin à écrire. Je crois que Pérec avait parlé des moulures au plafond du psy. Donc ce bouquin, il a déjà été écrit, mais j'y avais pensé avant de savoir qu'il y avait eu quelque chose. Et toi, du coup, il y aurait un autre bouquin à écrire sur les autres, ceux qu'on croise, quoi. Et alors, toi qui leur a parlé, alors Oui, mais pour leur dire, finalement, pour se dire, vous avez pas dit grand-chose. Comment était cette année? Il se trouve que Anne avait une particularité, et elle n'était pas la seule, mais comme pour celles et ceux qui ont pu en entendre parler, je pense que ça a été pas mal repris. Elle avait outre quelque part ses innombrables qualités, parce qu'elle en avait beaucoup. Elle en avait une qui était assez significative, elle était très chaleureuse et très douce. Et donc en gros, vous vous êtes retrouvés autour de ses qualités. Vous avez chanté ses louanges. Oui, parce que finalement, on avait rien d'autre à partager. Des défis d'analyse qu'on avait pour elle. Des défis d'analyse. En fait, on était à un moment de deuil, donc on n'a pas eu le droit de la questionner. C'était pas le moment. Non, c'était pas le moment. L'autre particularité, c'est que autant que j'ai pu en juger, mais alors j'ai pas forcément guetté les choses, mais malgré tout, j'ai fait attention. L'entourage, les éditeurs, enfin bref, ceux qui auraient pu être amenés à organiser quelque chose. Parce qu'elle écrivait des livres, c'est ça. Elle écrivait des livres, elle était philosophe. Dans l'IB, elle était philosophe et elle... Chronique dans l'IB, t'as dit? Oui, elle a fait pas mal de chroniques dans l'IB, elle intervenait pas mal. Elle faisait partie de ces psys qui sont régulièrement invités sur les médias type France Culture, etc. Ouais. Et donc tu parlais des éditeurs qui auraient pu organiser quoi? Justement quoi, c'est la vraie question. En réalité, je suis allé à un hommage qui lui a été rendu à la Maison de la Poésie, où on a parlé de son activité d'écrivaine, de philosophe. Ouais. Curieusement, on n'a pas parlé
ce soir-là, de son activité de psychanalyste. Alors qu'évidemment, moi, c'était ce qui me semblait essentiel, parce que c'était par là que je la connaissais. Ouais. Et puis, j'avais la prétention de croire que c'était quelque chose d'important pour elle. Ouais. Pas moi en tant que tel, mais son activité. Et que j'étais assez surpris de voir que ni sur la porte... Parce que c'est pareil, j'ai ressenti le besoin de retourner à son cabinet, comme si je m'attendais à trouver quelque chose. Mmh. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, j'ai fait le rêve que je retournais à son cabinet et que chaque patient avait le droit d'emporter quelque chose, un objet qui était resté. Je sais pas si cette expérience est partagée. Enfin, l'expérience est partagée. Je sais pas si le ressenti est le même pour chaque analysant, mais moi j'avais je prêtais attention aux objets chez elle. Dans le rêve, du coup, qui prenait quoi? Moi, j'emmenais. Alors, j'ai pas vraiment. Je me suis pas forcément attardé là-dessus, mais j'emmenais. Je me souviens une sorte de bol en porcelaine. Enfin, il y avait quelque chose de fragile. Ok. À récupérer. Ça pourrait aujourd'hui... Donc, elle est décédée en 2017 ? Ouais, quelque chose comme ça. Je crois, oui, c'est 2017. Je crois. Et oui, donc, non, juste pour aller au bout du truc... plusieurs années. Ça fait 5 ans. À ton avis, le bol en porcelaine, il représente quoi ? Le bol, je sais pas, mais bon, il y a l'unité de récipient, hein, de toute façon, mais la porcelaine, ça a cette caractéristique fragile que... Qu'est-ce qui est fragile ? La porcelaine elle-même. Non, merci. Je pense qu'il y avait une... Parce que en gros, je vais te gratter en te disant avant où je vais te gratter. Okay. Moi, ce que j'entends, ce qui me frappe, c'est que tu l'appelles par son prénom. Et c'est marrant, c'est parce que moi, jamais je n'ai appelé et je n'appellerai mon analyse par son prénom. Il y a une sorte d'amour, tu l'as dit d'ailleurs, enfin non, tu l'as sous-entendu. En tout cas, moi, j'entends... en parler, ouais, parce que c'est un aspect important. Tu vois, de l'amour, des louanges, une femme idéalisée, ou idéale, peut-être, brillante, publique. Belle. Belle. On va en parler, ouais. Ok. Moi, mon intuition, c'est que que ça, c'est pas au service de toi. C'est-à-dire ? En gros, c'est pour ça que je gratte en mode, c'est quoi le bol ? Parce que cette psychanalyse faisait son métier. Tu l'as rémunérée, c'était quoi, 2 fois par semaine pendant 10 ans ? Ça a dépendu des périodes. Parfois, c'était 2 fois par semaine, sinon c'était souvent 1 fois par semaine. Est-ce que tu es d'accord que c'était un métier ? Ouais. Que tout ce que tu projettes sur elle est une invention ? Ça dépend ce que tu entends par... C'est-à-dire, c'est ton ressenti et c'est vrai qu'invention, c'est maladroit de ma part. Ce n'était pas réciproque. Ce n'était pas une... Enfin, peut-être que ça l'était, excuse-moi. Mais ce n'était pas un endroit... Oui, Pardon. Il n'y a rien de choquant à prendre comme hypothèse. Ce n'était pas un endroit, l'analyse, à réciprocité, pas à celle-là. Donc, ce dont tu parles, selon moi, c'est le transfert. Ouais. Et donc, le transfert vient mettre en lumière nos nœuds et nos rouages. Bien sûr. Et c'est le cadre qui soutient le poster. Ouais. Ok, du coup, j'aimerais qu'on parle du poster. J'ai compris le cadre, c'est une femme incroyable, et en plus, cette mort si particulière vient aussi mettre le cadre... je sais pas, il y a comme un truc, du coup, tu pourras plus jamais la descendre de son piédestal puisque elle y est pour toujours. Et du coup, quand je pose la question sur, ok, c'est quoi le bol ? J'ai compris la porcelaine, j'ai compris la métaphore. Et je crois que j'ai envie qu'on aille dans les rouages de ton analyse à toi. Ouais. Et je t'avais déjà prévenu en pré-entretien que ça serait pas un échange en hommage Bien sûr. à ton analyste, ou en tout cas l'hommage que je t'invite à faire, ça serait celui que je te propose. Non, mais j'avais pas l'intention de toute façon. Tu as le droit, de toute façon, tu peux dire pu avoir cette intention, mais finalement, je ne savais rien d'elle, et le transfert dont tu parles était, je l'avais identifié dès le début, parce que d'avoir rendez-vous chaque semaine avec parce que j'ai juste dit qu'elle était belle, mais c'est vrai que j'ai été surpris là aussi, mais c'est le propre, on va dire, de quelqu'un de brillant, et surtout après son décès. J'ai été surpris qu'on n'évoque pas sa beauté. Alors ça peut paraître totalement futile de parler de la beauté d'une femme qui était ma psychanalyste et qui par ailleurs était une intellectuelle, mais il se trouve que sa beauté prenait de la place.
Pour toi? Pour moi. Parce que sinon, en journalisme, c'est rien de sa vie quotidienne. Donc pour moi, c'est de la misogynie. Ça pourrait passer pour de la misogynie. J'ai jamais vu un article d'un homme mort où on disait comme il était beau. Mais je peux me tromper. Il y a beaucoup d'hommes dont j'aurais pu dire, tiens, sa beauté prenait beaucoup de place. En quoi, selon toi, un journaliste, tu as raison, peut-être que c'est un élément clé, si c'était un élément pour comprendre son histoire. En fait, c'était une intellectuelle psychanalyste où elle ne jouait pas de sa beauté, ou en tout cas, sa beauté avait ça serait un présupposer l'idée que le physique et le contenant, mais c'est marrant parce qu'on parlait du bol, n'auraient pas d'influence sur une existence. Et qu'on ne serait qu'une sorte d'essence immatérielle et tout. Or non, évidemment. On se préoccupe de notre apparence, on se préoccupe de l'image qu'on renvoie, et la beauté est loin d'être seulement une question de caractéristiques physiques et d'équilibre, mais évidemment. Ok, selon toi, du coup, qu'on dégage. Ouais. Et du coup, selon toi, sa beauté dit quoi ? Je pense qu'il y avait une sorte d'adéquation qu'on trouve pas toujours, justement, si on veut absolument réduire la beauté à une question de caractéristiques physiques. Il y avait chez Anne une sorte d'adéquation, on va dire, entre l'aura, une sorte d'alignement, on va dire, entre une douceur, une bienveillance et une empathie qui n'était pas si fréquent, surtout chez un psychanalyste, une. Comme tu le dis, comme tu l'as relevé, je l'appelle par son prénom parce que a été une surprise pour moi de voir qu'elle m'appelait par mon prénom et que elle a installé tout de suite cette espèce de familiarité. Okay, donc là, on sort de la beauté. Pareil, n'est pas du tout habituel. Et donc, sa beauté avait quelque chose de, comme si elle répondait, comme si le contenant, et c'est pas si fréquent, répondait, traduisait une sorte de, tu vois, d'énergie intérieure. Ah là là, qu'est-ce que tu es amoureux. Ça brille dans tes yeux, ouais. C'est un transfert assumé et voire même dont je me suis servi. Ouais. Ça me semblait être un chemin vachement intéressant pour aller vers quelque chose. Je sens dans ton corps que t'es pas très à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise dans mon corps, mais en règle générale. Ah non, excuse-moi. Je voulais dire, là, je sens que ton corps m'envoie des messages où moi, mon enjeu, c'est d'avoir un espace où on gratte. Ouais. En revanche, si on arrive dans la zone où, en fait, t'es pas bien, pour le coup, ça m'intéresse pas. Et là, je sens ton corps me dire des choses. Est-ce que c'est une interprétation erronée ? Je sais pas si... Non, il se passe quelque chose, mais il se passe quelque chose qui est pas lié à ce que tu grattes, qui est plus lié à... C'est toujours un peu bouleversant de réexhumer quelque chose dont t'as... J'aime pas forcément... l'idée de faire le deuil, comme là aussi, est pas le mot approprié, parce que d'une certaine manière, je faisais le deuil... Je sais pas si je faisais le deuil de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une relation qu'on avait pu avoir. Enfin, il y aurait de quoi réfléchir et développer là-dessus. Mais nécessairement, j'ai enfoui et pas repensé à certaines choses. Comment dire ? Oui, intimes et sentimentales. Qui ressurgissent. Qui ressurgissent inévitablement quand tu... Intime et sentimental. Déroule. Par rapport à la psychanalyste ou par rapport à ton histoire personnelle ? Par rapport à mon histoire. D'accord. D'elle, enfin, tu t'as tenu à me le rappeler, mais j'en étais pas dupe. D'elle, je ne savais rien. J'aimerais juste, avant qu'on explore, finir avec quelques questions de contexte. Comment on t'a annoncé alors, moi, je me suis toujours dit, mais attends, mais si mon analyste décède, j'espère qu'il a un carnet où il a mis tous les numéros, parce que moi, je le saurais pas. C'est marrant, je me suis posé la même question. Du coup, ça c'est... Je me suis d'autant plus posé la même question que il y a eu aucune communication faite par la famille. Et ni l'entourage, encore une fois... finalement, je m'aperçois que j'en conçois toujours, 5 ans après les faits, une certaine amertume, le fait qu'il n'y ait rien eu, même pas un mot sur sa porte, parce que c'est ça dont je parlais quand je disais que je suis retourné à son cabinet. Je me disais, tiens, même un vétérinaire, il y aurait un mot sur sa porte disant, si vous avez un problème, nous avons la douleur de, et si vous avez une urgence ou un problème, voici les professionnels les plus proches. Il n'y a même pas eu ça. Et autant que je sache, il n'y a pas eu non plus dans la presse une sorte de...
pas de service après-vente, mais tu vois ce que je veux dire, un suivi. Tu l'as appris comment, du coup ? Je l'ai appris parce que il se trouve que c'était sans doute parce que c'était au milieu de l'été, mais ça a fait la une pendant quelques jours. C'était d'ailleurs l'information la plus relayée sur Twitter, ce qui paraît bizarre parce que d'une part, elle avait pas forcément une notoriété que j'avais identifiée. Et que ça reste la psychanalyse, c'est-à-dire c'est pas un truc de spécialement grand public, mais je crois que les circonstances de son décès, le caractère un peu spectaculaire et le fait qu'il se passait pas grand-chose à ce moment-là ont fait que ça a été pas mal relayé. Et donc, pour l'anecdote, j'étais dans mon bain. C'était un samedi matin, donc le lendemain de son décès, et ma femme, enfin ex-femme maintenant, est venue me voir un peu blême. Il se trouve que mes parents, mon père avait eu une opération à cœur ouvert quelques jours auparavant, et mes enfants étaient partis en vacances de leur côté. C'est toujours un peu un moment pour un père comme moi, un peu angoissant, pourvu qu'il leur arrive rien, et nanana. Et bref, j'étais dans mon bain, et mon ex-femme est venue me voir, et elle m'a dit, écoute, j'ai une horrible nouvelle à t'annoncer. Et elle a rien dit derrière. Et elle m'a regardé comme si j'avais la réponse. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi elle a mis autant de dramaturgie dans cette espèce d'annonce, mais voilà, je me suis retrouvé dans cette situation paradoxale, encore une fois, puisque j'étais dans l'eau, et elle m'a dit, voilà, ta psy s'est noyée, et j'étais là, mais genre, comment tu peux savoir un truc pareil ? Partagé entre le soulagement que ce soit ni mes enfants, ni mes parents, genre, une sorte de... Parce que j'avais le temps de penser à ça, évidemment. Et perplexe devant, mais d'où tu sors ça ? Ça ressemble à une plaisanterie, quoi. Mais il se trouve que voilà, c'était sur Facebook, c'était sur Twitter. Mon ex-femme l'avait su et elle avait appelé ses copines en disant « je lui dis pas ». À part les communications médiatiques, tu n'as... personne... Non. Il y a rien du tout. Rien du tout. C'est ouf. C'est étonnant, hein. Et je pense qu'on n'y pense pas, et parce que je pense qu'on choisit rarement de disparaître. Ah non. Ah Fred, je suis vraiment désolé. Ah ouais. Mais non, mais attends, ça me, je sais pas pourquoi ça m'agace d'ailleurs que tu le dises. Mais non, mais c'est ton métier. T'as un lien et un transfert puissant avec des gens. On est d'accord. T'as une liste où si je crève, t'appelles ces gens-là et tu leur dis je sais pas quoi. Tu veux que je te dise? Mais non, mais je t'avais dit que j'assumais une part de transfert dès le début, en plus, hein, puisque on y reviendra, mais c'était un peu les circonstances de notre rencontre. Et bref, dès le début, j'étais là, putain, le transfert va être tellement facile. Et en réalité, ce qui a pas mal à jouer, c'est qu'il y avait, en vertu même du caractère clandestin apparent, de nos rendez-vous, comme il n'y avait pas de salle d'attente, que c'était au dernier étage d'un petit immeuble, etc., j'ai toujours eu, pendant toute la psychanalyse, l'impression d'avoir rendez-vous avec ma maîtresse. Et donc, d'une certaine manière, le fait qu'on ne parle pas de cet aspect-là de sa vie, était pas mal en adéquation avec la perception que j'en avais moi-même, c'est-à-dire d'une relation un peu clandestine et secrète. Je saurais pas te dire si c'est conseillé ou pas d'un point de vue purement théorique d'avoir ce type de rapport, mais voilà, je trouve que je m'étais coulé avec pas mal d'aisance dans cette espèce de rapport un peu amoureux. Le transfert, c'est pas... Alors, elle peut-être l'active à ses dépens ou pas, en t'appelant par ton prénom, mais sinon, le transfert, c'est pas l'analyse qu'il choisit. Je suis sûr que pour quelqu'un d'autre, elle a été ce père brutal, moche. T'es d'accord qu'on voit ce qu'on veut? Je suis absolument pas préoccupé. Voilà, il se trouve que... Non, je rebondissais où tu parlais de la question du transfert comme si ta psychanalyste avait du pouvoir sur ce transfert. Comme si c'était réciproque. Non, à nouveau, le transfert... Non, mais il se trouve que... Voilà, Elle est là, l'invention. Oui. Fred, t'es d'accord? Tout ça, c'est toi et moi qui mettons... Regarde, alors, moi, voilà, mon analyste... Si tu mets ce mot-là sur cette partie-là, cet éclairage-là, oui. Moi, mais tout ça, c'est des opinions. Hein. Je suis pas compétent hors de ce podcast et de mon point de vue. Non, mais vraiment, je te l'offre. Moi, mon analyste est passé de vieux schnock complètement frustré sexuellement, me jugeant dès que je parle de sexe sur le divan, à maître sadomaso, fait des parties fines. Bon, il est resté hétéro.
Ça, c'est la seule chose qui n'a pas bougé. Et tout ça, c'est des inventions qui sont censées me servir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le transfert. Mais c'est des inventions, c'est moi qui invente. Au final, je ne sais rien. Oui, alors, non, mais. Or, toi, tu sembles. Je vois ce que tu veux dire. Tu continues à penser que c'est un peu vrai. Et donc, que les médias auraient dû, ou bien quelqu'un d'autre aurait dû faire entendre, faire voir. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que je l'ai toujours considéré comme une espèce de truc un peu périphérique, mais puisqu'on en parle. Tu viens de le dire, là. Ouais, puisqu'on en parle, c'est autant verbalisé. On avait le même âge, on aimait les mêmes choses. Et je suis pas sûr d'avoir besoin de plus d'informations pour comprendre ton amour. Et elle était très belle. Et donc, ce côté un clandestin, les bougies parfumées, voir le feu de cheminée, etc. Tout le décorum était là pour faire penser à en apparence, vu de l'extérieur. Ça, c'était pas une invention. Ça, c'est des faits. J'entends. Là où il y a une dimension effectivement inventée, c'est l'idée que symboliquement, il y avait comme une sorte de quelque chose d'organisé de sa part. Et effectivement, ça m'a jamais tellement traversé l'esprit, mais. Ouais. Et regarde, à ta gauche, il y a une bougie parfumée. Tu peux la regarder. Je n'essaie de te dire rien d'autre que j'aime les bougies parfumées. Ouais, mais elle est éteinte, ta bougie parfumée. C'est vrai. Ouais, ça fait une sacrée différence, excuse-moi. Mais je l'ai rendez-vous tous les deux, j'aurais pu y penser. Si ta bougie, en arrivant, était allumée, dommage. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, peut-être. En fait, je l'ai éteinte... Bah ouais, tu l'as éteinte. Je l'ai éteinte parce que ma dernière bougie parfumée, je l'ai détruite. Et donc, j'ai contacté un ami chef bougie parfumée dans une entreprise qui me dit « Ah oui, tu l'as laissé brûler trop longtemps. » Et ça, du coup, la mèche, je sais pas quoi, nanana. Je l'ai éteinte pas pour empêcher une bonne odeur pendant notre échange, au contraire en me disant « Ah, peut-être que là, ça fait déjà 1h30. » Tout ça pour... Tu t'es raconté, mais... Non, je te le dis. C'est pour ça que je l'ai éteinte. Et tout ça pour dire que, en tout cas, j'ai bien entendu l'amour et t'as bien entendu mon point. Elle est morte noyée de façon spectaculaire, tu disais, et c'est ça qui a créé un gros buzz. Juste pour dire qu'elle a tenté de sauver le fils d'une amie. Oui, alors en réalité, quand je dis noyée, c'est un raccourci. Elle a eu une crise cardiaque. Elle a eu une crise cardiaque en revenant sur la plage. Les enfants d'un ami à elle étaient en difficulté. Je crois que la mère était forte ce jour-là. Et en essayant de leur porter secours, elle a eu une défaillance cardiaque. Mais évidemment... n'étant pas un proche ni de la famille, je me suis pas préoccupé de mettre le bon mot dessus. Ce que disent les médias, en tout cas. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça qu'on me l'a dit, c'est comme ça que je l'ai gardé en moi, quoi. C'est quoi, si tu devais la faire l'exercice qu'on a déjà fait ensemble, mais que tu pourrais amender, de dire le ou les principaux nœuds que tu as travaillé pendant 10 ans dans cette psychanalyse? Tu te souviens ce que tu m'as dit? Non, je me souviens pas de ce que je t'ai dit. Toi, tu t'en souviens? Tu l'as noté? Ah, mais c'est... Ouais, t'es malin. J'ai des bougies parfumées et des bloc-notes. Ouais. Comme quoi. Qu'est-ce qui te vient là maintenant? Non, alors il y a eu plusieurs axes. Bon, je suis arrivé. Non, pas là, je sens ta proportion à te lancer dans un grand monologue. J'ai besoin là que tu me dises parmi toute cette affaire, je crois que le ou les deux principaux, ça serait cela. Est-ce que c'est très exigeant ce que je te demande, mais comme on l'a déjà fait? Pas du tout, parce que c'était quelque chose, quand ça s'est produit, je me souviens quand certains mots ont été prononcés, en l'occurrence c'est celui d'adhérence. En analyse. Elle t'a dit ça. Elle m'a dit ça. C'était quoi la phrase? J'ai senti que c'était le mot qui allait résumer pas mal de notre travail ensemble. Ok. Elle me parlait d'un problème que j'avais d'adhérence au monde, et ça m'avait frappé parce que elle avait utilisé le mot adhérence et pas adhésion, qui était comme ça, qui était peut-être celui que j'aurais naturellement utilisé, et comme ça pouvait lui arriver d'ailleurs. Elle qui avait des mots toujours très très justes. Je te demande du coup là de rester dans mon exercice pour que on puisse déplier. Ouais. Si tu devais lister, donc juste me dire les titres. La question d'adhérence au monde, ou plutôt d'adéquation au monde, pour être plus intelligible. Et l'impression de il y avait la question du rapport à la vérité et à l'authenticité en règle générale. Ok. Dans adhérence au monde,
tu parles de... c'est très vague pour moi. Est-ce que... Alors, c'est toi qui m'as demandé de résumer en un mot. Tout à fait, tu as raison. J'ai demandé de synthétiser. Ouais. Être synthétique, c'est pas forcément vague. Si tu m'as amené... on parle de quel type d'adhérence ? En fait, quand je suis arrivé, et c'est un sentiment qui m'a pas totalement quitté, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression d'une inadéquation au monde, c'est-à-dire d'être totalement décalé. C'était quoi ton déclic pour commencer la psychanalyse ? En fait, j'en avais déjà fait une qui avait duré 2 ans. Il s'est passé quoi pour que ce problème d'inadéquation te donne envie de creuser en analyse ? Est-ce qu'il y a eu un moment clé, tu te souviens, une... Non, mais je suis arrivé en étant globalement un mec qui allait pas bien. Mais qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller chercher une psychanalyse, tu vois ? On peut aller pas bien et rester dans ce pas bien. Quel a été le déclic ? En fait, j'avais l'intention, j'étais assez réticent à la psychanalyse et j'étais allé d'abord voir une psy parce qu'une amie m'en avait parlé. Parce que tu avais des symptômes, c'est-à-dire... Parce que j'avais des symptômes, parce que j'ai un tempérament addictif au cannabis, à l'alcool, aux antidépresseurs. Mais au début... Globalement, qui a besoin d'énormément d'aide chimique pour tenir debout. Et du coup, au début, avant la psychanalyse... Et avant la psychanalyse, j'avais commencé une thérapie. Et puis... Non, attends, suis-moi. En fait, j'essaie de bien comprendre ce que tu me dis. J'essaie de comprendre le déclic. Tu me dis des addictions, c'est-à-dire tu avais des problèmes d'addiction... Avec lesquels je vivais. Et tu t'es dit, stop, j'ai besoin... Non. Ok. Quel a été le déclic ? C'est une amie qui m'a dit, écoute, franchement, va voir un psy, quoi. Ça, c'était pas beaucoup plus élaboré que ça. Et pourquoi ça a résonné pour toi ? C'était plus de la curiosité au début, en réalité. Ok. En réalité, je suis arrivé chez une psychologue en lui disant, mais moi, j'ai pas vraiment besoin d'être là. Ok. J'ai pas vraiment besoin d'être là parce que ça va, globalement. Et elle m'a dit, mais tout le monde me dit ça, à la première séance. Et un peu piqué au jeu, j'étais là, genre, bah, on va voir, ouais. Et puis j'ai passé quelques mois avec elle à dérouler tout va plutôt pas mal, même si, étant quelqu'un de cérébral et je suis obligé d'admettre que j'avais ce problème de j'aime pas tellement utiliser cette expression parce qu'elle est pas mal galvaudée, mais tu sais le sentiment d'être un usurpateur permanent, d'être la personne qui à tout moment quelqu'un va venir voir en disant mais qu'est-ce que vous faites là, mon vieux ? Non mais vous avez rien à faire ici. Dans ton métier ? Non, dans tout. Ok. Vraiment dans tout. Mais c'est quoi les autres endroits où tu te sentais usurpateur à part dans ton métier ? En famille, en couple, c'est-à-dire amis, pas le bon père, pas le bon ami, à table, à une fête. Il y a aucun endroit où je me sente chez moi. Et tu peux me décrire ce qui se passe dans ta tête ? C'est-à-dire, donne-moi un exemple concret d'un moment où ce sentiment d'usurpateur monte. Donc on est à table. Tu as des enfants ? Ouais. À cette époque-là ? Laquelle ? Le tout début, non. Ben c'est ça, parce que là tu décris... La psychologue, au début de la psychologue, non. Donne-moi un exemple concret de comment se vivait ce côté usurpateur. Mais le problème, le problème de ce sentiment d'usurpation, c'est que je pense que quand des gens l'utilisent, c'est souvent dans des contextes... C'est marrant que tu aies pensé à la dimension professionnelle tout de suite. C'est souvent dans des contextes professionnels. Où réponds à ma question. Tu n'as pas d'exemple ? C'est tout le temps. Mais j'entends, donc si c'est tout le temps, tu as plein d'exemples. Tu veux en sélectionner un ? Je pense que pour être plus frappant, n'importe quelle situation amicale me posait beaucoup de difficultés. Tu peux me donner un exemple dîner ? N'importe laquelle, un dîner, une fête. La fête, pour moi, c'est le truc insupportable. Okay. Je déteste ça, je déteste toujours ça. J'ai toujours le sentiment d'être dans la fête le mec qui n'est pas à la fête. Le seul. Ok. C'est-à-dire, donc si je suis dans ton corps, il y a la fête, donc il y a du bruit, il y a des gens qui rient, qui boivent, ouais. Et toi, dans ta tête, il se passe quoi ? J'ai une hyper-vigilance, c'est comme si je voyais tout, mais que je me sentais absolument pas ni d'humeur joyeuse, ni d'humeur insouciante. Mm-hmm. Enfin, toutes ces caractéristiques qui sont souvent associées à la fête. J'ai un exemple en tête qui parlait beaucoup à Anne, c'est les peintures de Watteau. Je sais pas si tu connais ce peintre de la fin du 18e, qui sont en apparence des fêtes galantes, mais qui sont en fait ni des fêtes ni vraiment galantes. Et il y a toujours dans ces espèces de fêtes, donc qui sont faites de robes, de jupons, etc. C'est un univers graphique qui peut faire penser un peu
peu importe, je retrouve pas le nom de ce peintre ultra connu. Il y a toujours un type dans un coin qui regarde le spectateur. J'ai vraiment bien compris. Pas dans le truc. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est que dans ta tête, tu te dis, je suis un usurpateur parce que cette hyper-vigilance, c'est de peur que quoi? C'est incapable. Oui, je veux dire, que les gens, quand tu vois les gens s'amuser, se lâcher, être insouciants, attendre, voire même ça commence bien avant la fête, dans l'attente de la fête, alors que toi c'est un moment que tu redoutes. Et à la fête, trouver dans la fête, dans l'alcool, dans l'ambiance, dans ce que tu veux, je sais pas exactement comment ce processus fonctionne chez les autres, puisqu'il fonctionne pas chez moi. La gaieté, l'insouciance, la fin d'un certain nombre d'inhibitions, ouais. etc. Donc t'es un imposteur. Là où toi de ça. tu n'es pas gay, tu es au contraire surinhibé et tu as beau boire, ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à te lâcher. Tu t'attends à ce qu'un mec vienne te dire en disant écoute franchement tu gâches l'ambiance quoi. Ah ouais, d'accord. Mais c'est ça la magie c'est pour ça que je parle des tableaux de Watteau, c'est que les tableaux de Watteau, une fois que tu as vu le regard du type qui est dans un coin, qui est souvent dans l'ombre, sous un arbre ou quoi que ce soit, tout le tableau est transformé. C'est-à-dire que tu ne peux plus voir le tableau tel qu'il était, puisqu'il y a cette espèce... Tu es aimanté par ce regard qui semble gâcher le truc. Et donc, j'avais toujours ce sentiment, que j'ai toujours aujourd'hui, que quelque chose allait se produire et qu'on allait, d'un seul coup, tout le monde allait s'arrêter de parler, on allait arrêter la musique et en disant, est-ce que quelqu'un peut aller parler à ce type qui gâche l'ambiance? Alors, c'est super intéressant, Fred, parce que j'ai la même chose. En gros, moi, les fêtes... Moi, j'aime bien danser, ça pourrait me faire plaisir, mais la plupart du temps, quand on peut pas avoir des conversations, et les gens qui boivent en se criant à moitié dans l'oreille sans vraiment avoir de conversation, je ne comprends pas. C'est-à-dire... Je me demande si t'es pas la première personne que je rencontre. Non. Cet aveu, je te jure. En tout cas, du coup, ce que je fais... Alors, est-ce que je me sens un imposteur? Oui, je me suis déjà dit, mais c'est quoi mon problème, en fait? Donc, j'essaye T'as pas l'impression de gâcher le plaisir des autres? Je n'y vais plus, c'est ça que j'allais dire. C'est que du coup, je crée des moments sociaux qui me mettent en joie. Et puis, je trouve ça très chouette que les gens vivent leur vie. Et moi, je vis la mienne. Et on va chercher nos plaisirs. Et j'ai des amis très proches qui adorent ce genre de soirée. Et c'est très bien. Du coup, quel est le problème pour toi? Le moment de dire, tiens, j'ai pas de joie avec une tisane. Je préfère le jus d'orange. Du coup, voilà. Du coup, je change de soirée. Quel est le problème? Je trouve que... il y en a deux, d'une certaine manière, un intérieur, un externe. Intérieur, c'est l'impression que quelque chose ne va pas, qui m'empêche de profiter du truc. Et ça, c'est un sentiment presque existentiel, que j'emmerde. Qu'est-ce que j'ai, quoi? Et c'est un sentiment que je traîne depuis le début, parce que je me souviens du Guignol, enfin, je veux dire, ou du Club Mickey. Je sais qu'il m'a jamais quitté. Et le deuxième truc, c'est que si c'était que les fêtes, j'ai envie de te dire, je pourrais effectivement me contenter de plus y aller. C'est à beaucoup d'endroits. C'est dans tout. Tu te souviens du Guignol? Tu sous-entends quoi? Je comprends pas. Le Guignol, les marionnettes, le spectacle de marionnettes. J'ai un souvenir très précis. Je sais pas quel âge quand on t'amène chez Guignol. 3, 4, 5 ans. Je devrais le savoir alors que j'ai 3 enfants. Tu as quel âge? 51 ans. Mais je me souviens d'un spectacle de Guignol au Luxembourg, et je devais avoir 3-4 ans, quoi. Enfin, j'étais vraiment gamin. Et où il y avait une espèce de... Parce que le Guignol, c'est très interactif. Je sais pas si tu y as assisté. Mais le Guignol, c'est pas une représentation théâtrale. C'est-à-dire que le mec qui fait le marionnettiste fait participer la salle, demande aux enfants, mais vous l'avez vu, où est-il? Tout le monde hurlait. Je sentais autour de moi un lâchage, une ferveur, une espèce de, tu vois, de vraie joie. Ouais. Qui a l'air, qui est super séduisante. Pour tout le monde, mais que tu ne vivais pas. Mais pas du tout. C'est marrant parce que moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est dans les concerts. Moi, j'adore la musique, j'en écoute énormément, et je suis allé à quelques concerts, je passe un très mauvais moment, je suis très inconfortable. Tu fais pas ça à des spectacles humoristiques, par exemple? Un peu moins, mais ouais. Un peu moins tout de même. Le théâtre, je suis beaucoup mieux, mais sur les concerts, moi, j'arrive pas à me lever et à chanter. Et peut-être je devrais y aller tout seul. Je crois que j'ai un peu une honte. Peut-être, je sais pas, genre j'ai honte que les gens me voient super ému à chanter des chansons. J'ai aussi l'impression d'être un mouton. Je me sens aussi pas confortable dans la salle. Il y a tellement de gens.
Et puis, je suis assez déçu parce que la personne qui a créé une œuvre musicale qui m'a tant touché est de la taille d'une fourmi. Je la regarde sur un écran la plupart du temps. Et du coup, je suis en vrai, je regarderai ça sur YouTube. En tout cas, je voulais juste partager ça, mais moi, je comprends que ce que je dis ne correspond pas du tout à ce que tu dis. Si. Non, toi, tu dis... Mon enjeu, il est à tous les endroits. Ah oui. C'est pas juste... Oui, mais en fait... Moi, Guillaume, j'exprime des épiphénomènes et je peux... Toi, conduire ta vie, tu rencontres sans cesse ce dodan. Oui, mais je pense que tu seras d'accord pour dire Tu l'as entendu ? Le dodan, pas mal. Pas mal. J'ai pas fait exprès. Ouais, bien vu. Elle revient alors que j'essayais qu'on la quitte un coup. Non, mais ce que tu dis, je pense, t'en as pas forcément. Ce que tu décris, prenons cet exemple parce que il en vaut bien d'autres, mais il est pas mal. C'est quelqu'un qui etc. va repérer la taille, l'acoustique, l'inconfort, la chaleur, etc. Okay. C'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est que t'es pas dans le truc, c'est tout quoi. Du coup, si t'étais dans le truc, ça serait pas des éléments gênants du tout. Voilà. Les autres, ils voient au concert, ils vivent la même chose que toi. Bien Simplement, sûr. ils sont dans un truc qui font qu'ils arrivent à s'abstraire ouais. complètement de ces trucs-là. Du Des gens comme toi ou moi, à un concert, on va repérer ça. Comme on va repérer le mec qui fait semblant, comme on va repérer le mec malade, comme on va repérer la nana qui s'est fait tripoter et qui fait contre fortune bon cœur, qui reste alors qu'elle a envie de se barrer, etc. Il y a un infime détail il faut être décalé pour les voir. Ouais. Les autres le voient pas. Du coup, tu m'as moins l'air d'un imposteur qu'un éclaireur. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.